بيان. طيب اذا بدنا نحط فعل بعد فودغي كيف بيكون الفعل؟ فعل ما بيتصرف. طيب اريد ان اذهب الى السوق غدا. Je voudrais que ما تحطي كيو. حطي الفعل فوق. Je voudrais aller à la marché au marché demain. أيديا. Je voudrais aller au marché demain. Je voudrais aller au marché demain. بدي اروح على المشفى. Je voudrais aller à l'hôpital demain. فيك تروح معي؟ Vous pouvez venir avec moi à l'hôpital. À l'hôpital. عيد كل الجملة هلا. Vous pouvez. Non كلها من الأول. Je voudrais aller à l'hôpital. ثاني vous pouvez venir avec moi à l'hôpital. On a rendez-vous aujourd'hui avec Maher, philosophe et réfugié politique syrien vivant à Bordeaux. Maher partage son temps entre des cours d'arabe et des cours de français donnés bénévolement auprès d'une association qui aide les réfugiés syriens à s'intégrer à la société française. Maher conteste la dictature de Bachar el-Assad et revient avec nous sur son engagement en faveur de la cause syrienne. À la semaine prochaine. Je voudrais un ticket pour le bus. بدي أريد قهوة مع الحليب لو سمحت. سجا. Je voudrais un café avec lait. Avec du lait. Lait, s'il vous plaît. Oh, je voudrais un café au lait. Au lait. Comme beaucoup de Syriens et de jeunes étudiants, tu avais une aspiration à la liberté. Quand est-ce que tu as quitté précisément la Syrie pour venir en Europe ? Voilà, je suis arrivé en France en 2008. Je suis arrivé ici pour faire une thèse de doctorat en philo. Voilà, j'avais une bourse pour avoir une thèse de doctorat de Paris 7, Diderot. Et j'ai fait une thèse de doctorat avec un titre sur l'épistémologie de l'histoire chez Fernand Braudel. J'ai soutenu ma thèse en 2013 et après il fallait que je retourne en Syrie parce que j'avais un poste à la fac. À la base, je suis professeur à la fac là-bas. Et comme il y avait la guerre, comme j'accepte toujours pas de participer à cette guerre, de tuer mon peuple, ou de participer à tuer mon peuple, j'ai refusé de retourner et j'étais obligé de rester en France. Et j'ai fait une demande d'un réfugié politique et je l'ai obtenu. Et à partir de 2014-2015, j'ai commencé à enseigner la langue arabe à l'université de Bordeaux-Montaigne et je donne aussi des cours d'arabe à Kedj Business School. Voilà. Alors, tu m'as expliqué que tu étais bénévole pour une association qui aide aujourd'hui à l'intégration des migrants syriens. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Oui, quand je suis... parce que j'étais à Paris et après la soutenance de ma thèse, j'étais un peu libre. Donc j'ai déménagé vers Bordeaux et j'ai fait connaissance avec les responsables d'une association qui s'appelle Syrie Démocratie 33. Donc avec eux, on fait des cours de français, on fait des cours d'arabe pour les enfants. On fait la traduction aussi parce que parfois les familles ou des personnes les viennent seules, ils parlent soit l'anglais soit ils parlent que l'arabe, donc on l'aide pour traduire, surtout pour des choses, des démarches administratives. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une forme de solidarité vis-à-vis du peuple syrien que tu pratiques au quotidien auprès de cette association, mais pas seulement. Est-ce que il me semble que tu as écrit aussi contre le gouvernement de Bachar. Tu as écrit des articles, si je ne me trompe.
Voilà, au départ, je suis toujours avec la démocratie, avec un peuple qui est sorti pour dire non au régime syrien, pour dire oui à la démocratie, pour dire on a le droit de pratiquer une démocratie et en choisissant notre président, on a le droit de dire non, parce qu'on a passé notre vie en disant oui, oui, oui. Donc voilà ce que j'ai écrit en arabe en disant le peuple syrien a le droit de pratiquer une des images de la démocratie, un système démocratique comme les autres. On a le droit de choisir notre président, on a le droit de dire non quand on veut, on a le droit de penser, de dire ce qu'on pense. Et en fait, ça c'est aussi, si vous voulez, l'influence de la France. Parce que quand je suis arrivé ici en 2008 pour faire une thèse de doctorat. C'est pas pour être comme une machine qui apprend les choses, une machine qui apprend les choses, les idées. Mais je suis en contact direct avec la démocratie, avec les amis qui ont une pensée ouverte, qui respectent la différence. Je suis à la fac où il y a un système démocratique qui permet aux professeurs de chercher ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils pensent. Et là, ça, on n'a pas ça en Syrie. On n'a pas ça. Et donc, j'étais contre le régime en disant que, voilà, le peuple syrien a le droit d'être comme les autres, de pratiquer une des images de la démocratie. Voilà. Si on parle de politique internationale, comment tu as vécu ces tensions entre la Russie, ces interventions de Poutine auprès de Bachar, le soutien qui a été donné par les Russes, et puis ce flottement qu'il y a pu y avoir au niveau européen, cette intervention parfois des Américains. Quel regard tu portes, toi, sur la manière dont le conflit a été géré par les différents gouvernements? C'est vrai, je ne suis pas politicien, ça veut dire j'ai pas une grande connaissance dans la politique internationale, mais on a vu bien que si le peuple syrien a sorti pour dire non au régime syrien, c'était en fait la décision d'un peuple. Mais après 2 ans, et quand la Russie est intervenue, je crois en 2015, et on a vu que c'est plus la décision d'un peuple. C'est la décision de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, de l'Iran. Donc voilà, c'est plus la décision c'est pas un peuple qui va choisir son destin. Non, c'est la communauté internationale qui est en train d'arranger les choses entre eux. Voilà, mais on ne perd pas l'espoir. Parce que la belle image de la révolution syrienne, la belle image qu'on garde, c'est qu'un peuple qui a osé sortir pour dire non. Pour la première fois pendant 40 ans, qui a osé sortir pour dire non. Voilà. Alors pour beaucoup de Français, la révolution syrienne, c'est aussi synonyme de terrorisme, de Daesh, d'extrémistes prêts à tout. Il faut bien rappeler que la révolution syrienne, ce sont des militants démocrates, des militants de gauche, socialistes, qui se sont levés contre la dictature syrienne. C'est pas forcément l'image qui en est restée d'une... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau de la révolution? La révolution syrienne, elle a été complètement avalée, détruite par Bachar, ou avalée par des extrémistes qui sont venus profiter de la jeunesse syrienne qui avait à cœur de se défaire de ce gouvernement?
Personnellement, moi, j'ai suivi la révolution syrienne jour par jour. C'est vrai, j'étais en France, mais je suivais les nouvelles, l'actualité jour par jour. Au départ, je peux dire que pendant au moins un an et demi, la révolution c'était civile. Des manifs dans lesquels le peuple était prêt à faire tout, à être tué, juste pour dire non, juste pour dire qu'on a le droit d'être libre, d'être digne dans notre pays. Après, donc voilà, c'est une personne où le peuple ne peut pas rester figé. Donc ça veut dire, s'il sort pour dire non et elle reçoit des balles, elle ne peut pas faire rien. Donc elle va chercher des armes. Et c'est ce qui est passé. Donc elle a trouvé des pays qui ont soutenu les rebelles. Le régime est soutenu par la Russie, les rebelles sont soutenus par la Turquie ou par certains pays du Golfe. Et comme ça, les choses sont basculées. Et après, on a vu les extrémistes, les mauvaises images de la guerre, vraiment. Mais toujours, je dis qu'on garde l'espoir parce que pendant presque un an et demi, donc les manifs étaient pacifiques. C'était civil. On écoutait de belles chansons, de belles danses, de belles idées, des choses qui jamais on a vu ça jamais en Syrie. Donc c'était de belles images en fait. On les garde et on les voit toujours sur YouTube, sur Facebook. On garde beaucoup des images, des vidéos sur ça. Et on est fiers de ça. J'imagine que ça a été même plus que dramatique pour toi de voir ce basculement de la révolution syrienne, de voir qu'elle était prise en main par des extrémistes, de voir que Bachar massacrait son peuple. Ça a dû être épouvantable pour toi. Oui, j'ai jamais pensé qu'un président peut tuer son peuple comme ça, ou qui est le chef d'un régime qui peut bombarder des villes entières. C'était étrange pour moi. C'est un acte criminel, Mais si c'est un acte criminel, ce qui est catastrophique aussi, c'est que la communauté nationale a rien fait, presque rien fait. Donc, ils ont organisé le fait d'accueillir des familles syriennes, d'organiser les choses entre les pays européens. Mais pour arrêter les massacres, ils ont presque rien fait. C'était une catastrophe pour nous. On était figés, on ne savait pas quoi faire. Et bon, on a perdu. Il y avait beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de morts. Et voilà. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la Syrie pourrait se passer totalement de Bachar sans tomber aux mains d'extrémistes? Je pense que c'est les choses. Personnellement, je vois comme ça. Si le régime syrien reste soutenu par la Russie, on sait déjà c'est le régime de la Russie comment il est actuellement. Donc le régime, il va trouver des sorties pour qu'il reste sur place. Oui, t'as aucun espoir que Bachar aujourd'hui tombe? Pour l'instant, non. J'ai pas d'espoir. Parce que pour la Russie et pour d'autres, le maintien de Bachar, c'est synonyme du fait qu'il n'y aura pas d'extrémistes qui vont prendre la place, qui vont lui succéder finalement. Est-ce que c'est une logique, selon toi, pertinente d'interdire au peuple syrien aujourd'hui de prendre son destin en main, ou est-ce que la présence de Bachar est tellement pour toi épouvantable qu'il vaut mieux tout sauf Bachar?
Bon, c'est partout. C'est partout. Les extrémistes sont minorités. C'est partout, même si en Syrie. Donc, pourquoi on prévoit que si Bachar va tomber ou va quitter le pouvoir, qu'il y aura des extrémistes? Bon, pourquoi on pense, ou certains pensent comme ça? Parce que les extrémistes sont minorités partout, même si en Syrie. Donc, et s'il y a des musulmans, mais sont pratiquants, ils pratiquent leur religion de façon simple. La religion chez nous, c'est culturel et social plus que pensée fermée, en fait. Et voilà, c'est un prétexte, je pense. C'est un prétexte quand on dit que si Bachar va tomber, voilà, il y aura des extrémistes qui vont le remplacer. Mais non, c'est faux. C'est faux, parce que je connais le peuple syrien. Je suis syrien, je connais mon peuple. Je connais ma famille, je connais le quartier dans lequel j'ai vécu. Donc, nous sommes musulmans, mais de façon simple, c'est culturel, social, plus que fermé, en fait. Est-ce que tu conserves encore l'espoir de retrouver ta terre natale, de pouvoir vivre à nouveau en Syrie? Il y a toujours l'espoir. On dit que on vit avec l'espoir. Si on n'a pas d'espoir, on ne peut pas continuer à vivre, en fait. Et moi, bien sûr, j'ai envie de retourner un jour en Syrie, mais quand le peuple syrien aura le droit de choisir leur président, son président. Je retourne en Syrie le moment où un régime dictatorial tombe et il y aura un système démocratique grâce auquel on peut choisir un président et on peut critiquer le président aussi. Moi, je suis venu en France pour avoir une thèse de doctorat et ensuite retourner en Syrie, pas de rester en France. J'avais pas c'était pas ma volonté de rester en France. En fait, j'ai choisi obligatoirement de rester en France. C'était pas vraiment un choix. Et je reste vraiment, c'est vrai, je ne travaille pas dans mon domaine de philo, je travaille dans le domaine de l'enseignement de langue arabe pour les étrangers ou pour les Français, mais ce n'est pas mon travail. Je souhaite vraiment retourner en Syrie pour être maître de conférence à la fac et que je donne des cours liés à ma spécialité qui est l'épistémologie des sciences humaines. Si tu avais un vœu à émettre aujourd'hui, ce serait lequel? D'être libre de dire ce que je pense, ne pas avoir peur quand je vois un policier, ne pas avoir peur si je pense à faire une manif pour dire non à une décision, avoir les droits de vivre en dignité, surtout en dignité, parce qu'on peut vivre en mangeant et en buvant, mais avec la dignité, c'est lié à l'être humain, à l'homme, avec un majuscule. Merci Maher, en tout cas, parce que c'est un message universel que tu nous transmets. C'est pas un message simplement pour la condition de vie des Syriens, c'est un message qui touche tout le monde. La dignité, la liberté, la démocratie, le fait de laisser son peuple libre, un peuple libre de ses choix, c'est un message qui touche et qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, tu t'occupes de nombreux Syriens, vous êtes assez nombreux sur Bordeaux, tu m'as dit que vous étiez 2000, c'est ça? Oui, je pense. Est-ce qu'ils ont... Enfin, tu peux peut-être pas parler au nom de tout le monde, mais globalement, est-ce que tu sens quand même un espoir chez eux? Ils conservent cet espoir de pouvoir peut-être un jour revenir au pays? En parlant avec eux, plutôt vraiment, en parlant avec eux, il y a pas mal de parents qui sont venus pour les enfants. Donc, ils sont contents que les enfants soient à l'école,
qu'ils apprennent des choses qui n'existaient pas en Syrie, pas forcément, qui parlent le français, qui sont intégrés avec les autres enfants. Et je pense que les personnes qui sont arrivées et sont un peu âgées, qui souhaitent retourner le plus vite possible. C'est une chose. L'autre chose, c'est quelqu'un qui est opposant, donc en parlant avec les amis qui sont opposants, donc ils refusent de retourner tant que le régime sur place. Quel souvenir de la Syrie reste particulièrement ancré en toi? C'est surtout la mer Méditerranéenne, la Méditerranée. En fait, comme je suis né dans une ville méditerranéenne, c'est Latakia, je garde pas mal de souvenirs de cette mer, comme j'ai vécu entre la mer et la montagne. En plus, donc la Méditerranée pour nous, les Syriens, c'est le père des pauvres. On dit en arabe Al-Bahru huwa Abul Ghalaba. En fait, parce que pour nous, s'il y a des gens qui ne travaillent pas, s'il y a des gens qui ne trouvent pas un travail, ils peuvent toujours aller pêcher et trouver des choses pour manger. C'est pourquoi la mer elle est précieuse pour nous. En plus, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans un restaurant comme un serveur et le restaurant c'était en face de la mer. Et j'ai pas mal de souvenirs de cette mer, de l'eau, des vagues, de la couleur de mer. Des gens qui viennent juste pour être en face de la mer, pour le regarder. La mer, pour nous, pour la ville de Latakia, c'est une fenêtre qui donne sur le monde. Parce que Latakia, c'est ça ressemble à une île, mais la fenêtre, c'est vers l'extérieur. La mer, ça donne un peu une image de la liberté, à peu près. C'est pourquoi on a parlé de la mer. Et je te dis que je ne mange pas des choses crues, que les huîtres. Parce que quand je prends des huîtres, ça me rappelle de la mer. C'est le goût de la mer. Parce que, et j'aime manger des huîtres parce que ça me rappelle de la Méditerranée à côté de laquelle j'ai vécu. Ouais, en fait, parce que quand tu perds des souvenirs, tu perds quelque chose de ta personnalité aussi. C'est une personnalité, c'est une histoire qui est construite dans le temps. Et parfois, il ne faut pas perdre des souvenirs. Une fenêtre sur la liberté, nous dit Maher. Un passage vers un espoir de vie meilleure. Voilà ce que représente la mer Méditerranée. Et peut-être un peu l'Europe. Ces paroles sont d'autant plus fortes qu'elles résonnent dans une Europe qui se referme, se replie sur elle-même. N'en déplaise aux partis d'extrême droite et à Laurent Wauquiez, qui fait d'ailleurs campagne contre les migrants. Ces réfugiés, pour la plupart d'entre eux, auraient préféré rester dans leur pays, ne pas avoir à tout abandonner d'eux-mêmes, à perdre leur travail, leur famille et leur identité. Cette perte est d'autant plus dure à vivre pour eux que l'accueil dans la société occidentale est le plus souvent difficile et ne permet pas, comme les prochains témoignages le montreront, de s'insérer pleinement.